la question qu'on peut se poser à partir de maintenant, c'est pourquoi l'Union européenne est dans cette situation-là, la zone euro en tout cas est dans cette situation-là. C'est-à-dire pourquoi ces règles existent qui mettent les États dans des situations aussi critiques quand ils sont en difficulté. Quelles sont ces règles? Je vous l'ai dit, la première, qui est très importante, c'est que la Banque centrale n'a pas le droit de prêter de l'argent aux États directement. D'accord. Chose qui est possible dans d'autres banques centrales, hein, la Banque de France était possible longtemps. La Banque d'Angleterre, il y a quelques semaines, vient de dire qu'elle ouvrait une ligne de crédit directe pour l'État anglais. C'est possible aux États-Unis, c'est possible au Japon, dans tous les autres grands pays industrialisés, mais ça n'est pas dans la zone euro. On va voir pour quelles raisons. Et il y a une deuxième règle extrêmement importante, alors là qu'on retrouve, mais à des degrés un peu différents dans tous les grands États également aujourd'hui, c'est que la Banque centrale est indépendante, rigoureusement indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du pouvoir politique. Ces règles européennes, en fait, sont essentiellement dues à l'histoire de la zone euro, qui a abouti à ce que l'euro, pour le dire de façon simple, soit modelé, soit créé sur le modèle du mark, du Deutsche Mark. D'accord ? On peut dire que l'euro est un Deutsche Mark élargi. D'accord ? C'est pas abusif de dire ça, puisque la plupart des règles en fait, de fonctionnement du Deutsche Mark ont été transmises à l'euro. Une grande partie des statuts de la Banque centrale allemande ont été on pourrait dire copier-coller à la Banque centrale européenne, à la BCE, qui est à Francfort par ailleurs, c'est pas un hasard. Et donc c'est ça, en fait, c'est la culture monétaire allemande qui explique en fait ces règles particulières de l'euro. D'où vient cette situation? C'est le fruit d'un compromis historique. Compromis historique qui a eu lieu dans les années 80, d'accord, à la fin des années 80, au moment où c'est décidé, fin des années 80, début des années 90, au moment où c'est décidé en fait le destin de l'euro, et qui est lié à un événement géopolitique majeur au niveau européen, qui est évidemment la chute du mur de Berlin. L'euro avait déjà été en projet, dans les années 70, il y a eu un plan déjà. J'ai appris dans un ouvrage il y a quelque temps que dans les années 60 même, De Gaulle avait fait une proposition de monnaie unique via Giscard, qui était à l'époque ministre du budget à l'Allemagne. Mais disons que voilà, c'est quelque chose qui n'a pas donné suite. Dans les années 70, il y a eu un rapport qui a été réalisé, qui était d'ailleurs beaucoup plus réaliste sur la construction, sur ce qu'il fallait pour construire une monnaie unique. Mais à la fin des années 80, le projet de monnaie unique rejaillit à la faveur de la chute du mur de Berlin. Alors pourquoi ? C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais la chute du mur de Berlin est un moment qui divise pas mal les Européens. Pourquoi ? Parce que Helmut Kohl, qui est chancelier de la République de RFA à l'époque, veut très rapidement, voit son rôle historique dans ce moment-là, et veut très rapidement réunifier l'Allemagne. C'est une position qui n'est pas du tout celle de la plupart des chefs d'État, des grands États européens à ce moment-là. C'est particulièrement pas celle de François Mitterrand, qui lui est hostile à cette réunification. Pourquoi ? Parce que ce sont des chefs d'État qui, pour la plupart, ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et se contentent, disons, sont plutôt rassurés par une Allemagne divisée en deux. Le mot qui est souvent utilisé pour caractériser cette position, c'est cette phrase qui est attribuée à François Mauriac, qui dit « J'aime tellement l'Allemagne que je suis ravi qu'il y en ait deux ». Voilà, cette idée-là, qu'il vaut mieux en fait avoir une Allemagne divisée pour qu'elle n'ait plus les volontés hégémoniques qui ont amené à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la France est a priori hostile, comme l'Angleterre, sont a priori hostiles à la réunification allemande. Néanmoins, Helmut Kohl est très décidé à la faire. François Mitterrand en particulier sentent probablement qu'il est difficile d'aller contre le vent de l'histoire, de cette histoire-là en tout cas. Et donc il accepte, mais il propose en fait un deal à l'Allemagne. Ce deal, c'est la zone euro.
c'est la monnaie unique. À ce moment-là, le franc était en fait vassalisé, on peut dire, par le Deutsche Mark, c'est-à-dire que la France n'avait plus de politique monétaire autonome, elle était complètement calquée sur le Deutsche Mark, égalité de François Mitterrand en ce moment-là, et de plus généralement de la haute fonction publique française, que par l'intermédiaire de la monnaie unique, la France pourrait mettre la main sur la puissance monétaire allemande. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, qui n'est pas trop raconté dans la mythologie européenne, où on voit, voilà, c'est souvent raconté comme une union pacifique entre les peuples, etc. Il y a derrière des intérêts très forts qui ont porté, des intérêts de nation, qui ont porté ce projet de monnaie unique. Je citerai pour illustrer ça simplement la une du Figaro à la suite du traité de Maastricht, l'adoption du traité de Maastricht. Le Figaro titre, voilà, Maastricht, c'est le traité de Versailles sans les canons. D'accord, le traité de Versailles sans les canons. On en a parlé un petit peu quand je vous ai parlé de Keynes, mais le traité de Versailles, ça a été certainement le traité de paix le plus humiliant qui a été fait à un État européen ces derniers siècles. C'est un traité on en parlera d'ailleurs après, qui a ruiné l'Allemagne. Et dire que le traité de Maastricht, c'est le traité de Versailles sans les canons, eh bien, ça aboutit évidemment à considérer ce traité européen et la création de la zone euro comme un traité qui va affaiblir très profondément l'Allemagne. En effet, le pari de la haute fonction publique et des hauts fonctionnaires français, c'était que cette monnaie pourrait être gérée en fonction des intérêts français, d'accord, et que la France allait pouvoir mettre la main sur cette puissance allemande. Alors les Allemands, évidemment, ne sont pas dupes, et Helmut Kohl accepte ce deal historique avec François Mitterrand. Les Allemands, bien qu'ils aient intérêt, peut-être que j'en reparlerai, ils aient intérêt à une monnaie unique, et d'ailleurs les dernières années le prouvent, les Allemands ont été les grands gagnants de l'euro. Les Allemands, qui en tant que pays exportateurs, ont intérêt à avoir des taux de change fixes avec les États autour d'eux, mais voilà, c'est peut-être un peu compliqué, j'y reviendrai, acceptent l'île historique, mais à une condition, d'accord, et pas n'importe laquelle, à la condition que cette monnaie unique se fasse aux conditions allemandes, d'accord. Et ces conditions allemandes, eh bien, c'est entre autres ce que je disais avant, c'est-à-dire ce sont ces règles particulières qui sont très particulières en fait à l'Allemagne, qui sont celles d'une interdiction donc de la Banque centrale à financer l'État, et puis d'une indépendance très forte de la Banque centrale également. Alors, on peut pas comprendre en fait la construction de l'euro et construction institutionnelle de l'euro si on ne repense pas à ce compromis franco-allemand. D'accord, c'est-à-dire c'est ce deal historique qui aboutit à cette situation où, aux situations aussi particulières, où on a donc des règles économiques très particulières, des règles monétaires très particulières, et un accord historique auquel on doit repenser quand on pense au désaccord à l'intérieur de la zone euro, et notamment quand l'Allemagne est mise un petit peu au pilori sur sa rigidité en matière monétaire, c'est que finalement ils ont un beau jeu et raison de rappeler que c'est le deal initial. D'accord, que le deal initial a été fait sur ces bases-là, et que finalement, eux, à la base, n'étaient pas demandeurs de l'euro. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pourquoi en fait les Allemands ont cette conception de la monnaie, d'accord, très particulière, qui a abouti à la construction particulière du Deutsche Mark, qui s'est transmise donc dans l'euro. C'est une culture monétaire très particulière. Il n'est pas question de dire qu'elle serait bonne ou mauvaise, hein, c'est pas du tout l'objet, mais par contre il faut la comprendre, et la question qu'on peut se poser par contre, c'est de savoir si ce particularisme très fort en fait est transposable en d'autres cultures économiques ou monétaires. On voit en tout cas ces derniers temps que ce particularisme monétaire est sujet à beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus au niveau européen, et beaucoup de critiques aussi, parce que beaucoup d'États ne comprennent pas. C'est ce qu'on peut avoir tendance à voir comme peut-être des obsessions un petit peu monétaires, alors qui sont liées à une relation très particulière qu'ont les Allemands à la monnaie.
relation qui est liée à la place qu'a la monnaie dans la construction de la nation et de l'État allemand. C'est le cas au tout début. Il faut rappeler que l'Allemagne est un pays jeune, hein, c'est un pays qui naît à la fin du 19e siècle, et naissance dans laquelle la monnaie a une place importante, et qui, on pourrait dire, renaît de ses cendres après la Deuxième Guerre mondiale. Et il est intéressant de noter que le Deutschmark, en fait, a existé avant la RFA. C'est-à-dire que les Américains ont autorisé à ce qu'une nouvelle monnaie soit créée, avant même que des institutions politiques de l'État allemand, qui sera la RFA, aient été posées. Donc là, on voit une place très importante de la monnaie, en fait, dans la construction politique allemande, c'est-à-dire que la monnaie est première, d'une certaine forme. Et puis, il y a évidemment un événement traumatique qui est central dans cette culture monétaire. Cet élément traumatique, c'est, vous en avez tous entendu parler, c'est l'hyperinflation allemande des années 20. Du début des années 20, qui fait suite justement au traité de Versailles, qui impose des conditions notamment de surendettement très très fortes, c'est-à-dire des dettes que doit payer l'Allemagne, notamment à ses voisins, et ceci génère une crise monétaire quasiment sans précédent, une hyperinflation qui aboutit aux images aux situations que vous avez déjà vues sous forme d'images qui sont devenues iconiques, en fait, hein. C'est celle de ces personnes qui vont payer ou sont payés, reçoivent leur salaire sous forme de brouettes de billets, d'enfants qui jouent avec des tas de billets qui sont utilisés pour se chauffer, etc. De billets, là vous en voyez un qui valent 50 milliards de marques. Donc une situation là qui aboutit en 1923 à ce que, par exemple, les prix soient modifiés. Il y a tellement d'inflation que les prix ne sont plus les mêmes entre le moment où vous assieds au restaurant et le moment où vous payez. D'accord. Des gens sont embauchés dans les magasins pour pouvoir changer les prix au fur et à mesure de la journée, parce que les prix augmentent tellement au cours de la journée qu'il faut des gens pour pouvoir changer les étiquettes. Bon, ainsi de suite. Donc un moment qui est extrêmement traumatisant pour la société allemande. Il aboutit à la ruine de l'économie allemande, tout simplement. Une situation d'hyperinflation, c'est une situation qui ruine complètement, notamment tous les patrimoines financiers. Et qui déstabilise complètement tous les échanges économiques. Donc le coup est très très dur pour la société allemande, et ce coup reste dans la conscience collective allemande et dans la conscience historique allemande comme une des raisons qui aboutissent à la montée du nazisme. Alors c'est une idée qui est plutôt controversée, contestée, disons, par beaucoup d'historiens, parce qu'en fait, après cette crise monétaire qui prend fin en 1923-24, avec l'adoption de nouvelles monnaies, l'Allemagne s'est plutôt redressée, a vécu une période plutôt meilleure, jusqu'à la crise de 29, qui l'a touchée de façon très très forte, du fait des liens forts qu'elle entretenait avec les États-Unis. Et c'est plutôt, on pourrait considérer, les politiques austéritaires qui ont été menées par le chancelier Brüning, notamment au début des années 30, dans la République de Weimar, qui se sont traduites par une augmentation très très forte du chômage en particulier. On peut penser que c'est plutôt ces politiques-là qui ont abouti à la montée du nazisme, et non pas, comme c'est ancré dans la conscience collective, cette période d'hyperinflation. Mais toujours est-il que dans la conscience collective allemande, il y a l'association entre hyperinflation et arrivée d'Hitler au pouvoir. Ceci donc peu importe finalement que ça soit vrai ou pas, ce qui est retenu c'est ça. Donc l'hyperinflation est associée un petit peu au mal absolu, c'est-à-dire au pire de ce qui a pu arriver à la société allemande. Donc il y a un traumatisme monétaire. Voilà. Le terme est vraiment celui-là, c'est-à-dire c'est un pays qui est traumatisé monétairement, ce qui fait que les questions monétaires, notamment, ont une place dans le débat public qu'elles n'ont pas dans d'autres pays. Et ce traumatisme monétaire va en fait se traduire
par des règles de fonctionnement de la monnaie qui vont être très particulières et qui s'inscrivent en fait dans ce dont on a déjà parlé en parlant de Foucault, qui est l'ordolibéralisme, c'est-à-dire la version allemande du néolibéralisme, qui est porté par des gens comme Eucken ou Erhard. Erhard qui va être ministre des Finances en Allemagne dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui va rester comme ministre de l'économie et des finances, puis même chancelier jusque dans les années 60. D'accord ? Et qui donc va construire en fait réellement le fonctionnement de l'économie allemande et particulièrement de la monnaie allemande dans l'après-guerre. Donc cet ordolibéralisme, qui est un terme un peu paradoxal, hein, puisqu'il associe le libéralisme, l'idée de la liberté, de la libéralisme, avec l'ordre, d'accord ? Donc c'est en fait un libéralisme par les règles, on l'a vu en parlant de Foucault, c'est-à-dire que l'État doit être là pour poser un ensemble de règles qui permettent à la concurrence de s'exprimer, qui permettent au marché de s'exprimer, et des règles qui doivent être pour la plupart constitutionnalisées. En tout cas, les règles importantes doivent être posées au plus haut niveau de l'ordre juridique, ce qui pose là une différence très forte de tradition juridique entre États européens, particulièrement entre la France et l'Allemagne. C'est quelque chose qui est assez bien montré par un ouvrage de Michel Aglietta, dont je vous ai déjà parlé, qu'il écrit ici avec Thomas Brand, qui porte sur la crise de l'euro, et donc sur la crise profonde de l'euro. C'est un ouvrage un peu technique par moment, mais voilà, qu'il vaut mieux aborder quand on a fait un petit peu déjà d'économie, mais qui pose de façon très très claire en tout cas le constat sur la crise de la zone euro, et qui revient sur ces questions juridiques, et notamment sur les différences d'ordre juridique et de vision de l'ordre juridique qu'il peut y avoir entre la France et l'Allemagne, et le lien à la souveraineté populaire. D'accord ? Pour les Allemands, en fait, l'ordre juridique est premier. C'est ça qui est important à comprendre, c'est lui qui permet, c'est ces règles qui sont posées qui vont permettre l'expression démocratique et disons la souveraineté populaire. En France, c'est complètement le contraire, où la loi est par contre émane de la souveraineté populaire. D'accord ? Elle est deuxième, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est la souveraineté populaire qui vient fonder en fait l'ordre juridique. Alors qu'en Allemagne, on va avoir plutôt le contraire, c'est l'ordre juridique qui vient lui fonder la possibilité démocratique. Et ça, c'est lié à deux conceptions, à deux histoires très différentes et de vécus différents de la démocratie. La France a évidemment le grand moment qui marque toute la mythologie nationale en matière démocratique, c'est évidemment la Révolution française, c'est le peuple qui devient souverain et qui décide lui-même à ce moment-là de ses lois, et donc il est assez inimaginable dans notre culture politique qu'il puisse y avoir des lois au-dessus de la souveraineté populaire, d'accord ? Notre culture politique, au contraire, est celle de la souveraineté du peuple auquel on refait appel dans les moments difficiles. En tout cas, la solution en France passe très souvent, dans notre culture politique, en tout cas par le peuple. En Allemagne, c'est le contraire. Et il n'y a pas la même expérience en fait démocratique, et il y a même au contraire une expérience qui est évidemment très traumatisante, c'est celle du nazisme, qui arrive aussi par les urnes. Et pour ces théoriciens-là, le peuple, c'est aussi celui qui amène les nazis au pouvoir. Et donc, il vaut mieux créer finalement des règles de droit qui vont être à part, auquel le peuple en fait ne pourra pas toucher. Donc là, on a une conception très différente de la souveraineté populaire qu'on va retrouver par exemple dans la Banque centrale, indépendante ou liée au pouvoir politique. Si on considère que un gouvernement peut vouloir usurper, un gouvernement élu peut vouloir usurper en fait son pouvoir ou abuser de son pouvoir et se servir de la planche à billets, par exemple, pour se faire réélire, d'accord, ou que eh bien on va considérer qu'il vaut mieux avoir une banque centrale indépendante. Donc là, c'est une situation de position de méfiance vis-à-vis en fait à la fois du peuple et des gouvernements, qui aboutit à dire qu'il vaut mieux avoir une banque centrale indépendante, c'est-à-dire qui n'obéira pas en fait aux différents
aux différents changements d'avis plus ou moins démagogiques que peut avoir un gouvernement qui serait porté par le peuple. À l'inverse, si on pense que la monnaie doit être au service de tous, que c'est un bien commun, eh bien on considère que le peuple doit être souverain aussi sur sa monnaie, et là dans ce cas la Banque centrale doit être dépendante et doit dépendre directement du gouvernement. D'accord ? Donc là, on a vraiment deux conceptions différentes, la conception américaine étant plutôt d'ailleurs la deuxième aussi, l'idée que le gouvernement doit avoir directement ou indirectement un contrôle quand même sur la monnaie, sur la banque centrale. Bon, on voit ici deux différences là qui sont ces différences juridiques qui sont absolument fondamentales, mais qui aboutissent donc pour les Allemands à un ensemble de règles qui vont être posées, d'accord, comme des règles constitutionnelles, et on retrouve là le débat qui a eu lieu en France en 2005 autour de la Constitution européenne, où il y avait vraiment cette idée de, voilà, est-ce que des règles notamment économiques ont raison d'être dans quelque chose qui a un texte et qui a un caractère constitutionnel. Alors, les ordolibéraux posent on va dire trois règles essentielles en matière économique qui vont être posées là, dans cet ordre constitutionnel. Ces trois règles essentielles, en fait, eh bien, on les retrouve pour beaucoup dans la construction européenne, et on peut dire quand même que la construction économique européenne, la construction européenne qui est pour l'essentiel économique quand même aujourd'hui, s'articule autour de ces trois grandes règles-là. D'accord ? Et qui montre en fait... Ces trois règles montrent l'influence fondamentale de l'ordolibéralisme dans la construction européenne. Quelles sont ces règles ? Le premier, j'en ai déjà parlé avec Foucault, c'est la libre concurrence. D'accord ? L'État est là pour, les institutions sont là pour garantir le fonctionnement de la concurrence. On voit au niveau européen que c'est effectivement, par l'intermédiaire de la Direction générale de la concurrence, un des domaines qui, on pourrait dire, fonctionne au niveau européen, même si on peut considérer qu'il dysfonctionne parce que ces règles de concurrence interdisent notamment de créer ce qu'on peut appeler des champions européens, industriels notamment, qui sont rejetés par la Commission européenne. Mais cette idée, en fait, que les règles de la concurrence doivent éviter les monopoles, les constitutions d'oligopoles, etc., les taxes qui peuvent être mises, voilà, aux différents groupes qui vont s'entendre pour augmenter leurs tarifs, par exemple, comme ça peut être sur la téléphonie mobile. Bon, mais là, on peut considérer que c'est un des domaines sur lesquels la Commission européenne a un pouvoir réel, un des domaines qui fonctionne. C'est un des piliers de l'ordolibéralisme. Le deuxième pilier, la deuxième règle fondamentale, c'est celle de la stabilité des prix. On l'a vu, ce que je vous parlais de l'histoire allemande et de cette période de l'hyperinflation, les ordolibéraux ont vécu, tous les auteurs qui ont construit cette théorie de l'ordolibéralisme en Allemagne dans les années 30 pour l'essentiel, ont été confrontés à cette période d'hyperinflation, ont été marqués par ça, et donc cette question de la stabilité des prix est pour eux première, est pour eux absolument centrale. Bon, elle l'est de façon générale chez les auteurs libéraux, hein, c'est pas une particularité. Mais c'est encore plus fort, évidemment, ici. Et donc, la condition pour eux de la stabilité des prix, c'est l'indépendance de la Banque centrale et le fait que la Banque centrale ne puisse pas financer les déficits de l'État. Effectivement, la période d'hyperinflation allemande a été identifiée comme une période où, justement, la Banque centrale était trop au service, disons, de l'État allemand, et que c'était ça la source de l'hyperinflation. C'est quelque chose qui est contesté. Il y a eu des travaux, notamment d'André Orléans, là-dessus, qui sont intéressants. André Orléans, dont je vous ai déjà parlé dans la partie sur la finance. Mais toujours est-il, peu importe la vérité économique qu'il y a derrière, en tout cas il y a cette idée-là que si on laisse les banques centrales aux mains des gouvernements, eh bien ceux-ci vont en abuser. Donc, pour obtenir la stabilité des prix, qui est la deuxième règle, on doit avoir une banque centrale indépendante qui ne finance pas les États. La troisième règle, c'est celle de l'équilibre budgétaire, qu'on retrouve évidemment aussi dans la construction européenne. Cet équilibre budgétaire, on va le voir dans les règles de Maastricht, notamment, vous vous rappelez, 3% de déficit public, qui ont été ramenés maintenant d'ailleurs plus bas que ça, suite au dernier traité européen. C'est aussi les 60% de dette.
Et ces règles qui ont abouti même à ce qu'on appelait des règles d'or. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, il y avait eu un débat dans les années 2000, dans les années 2010, suite aux crises de l'euro, justement autour de ça. Est-ce qu'on doit créer des règles d'or? François Fillon, notamment, était favorable à l'introduction des règles d'or, c'est-à-dire qui interdisent aux États, à l'État français, de faire des déficits. C'est quelque chose qui, à la demande de l'Allemagne, devait être intégré dans toute législation européenne, qui a été fait partiellement en France, et qui avait été fait en Allemagne, mais on voit en fait l'absurdité de ce type de règles aujourd'hui. L'Allemagne d'ailleurs a levé pour elle-même cette contrainte-là. En effet, dans des situations exceptionnelles comme celle que nous vivons en ce moment, maintenir l'équilibre budgétaire serait simplement suicidaire. D'accord. L'État, et on l'a vu dans toutes les vidéos précédentes, si l'État n'est pas là pour garantir un petit peu toute l'activité économique, pour faire ce rôle d'assureur, et pour aussi maintenir l'activité on a vu un mode d'intervention néo-keynésien en tout cas, eh bien l'activité tout simplement s'effondre. Et donc il serait absurde aujourd'hui de maintenir ces règles d'or. D'ailleurs l'Allemagne a suspendu les siennes, et puis la Commission européenne également a suspendu le respect des règles, de ces règles-là. Donc, on voit ici, voilà, j'ai terminé un petit peu sur l'explication de ces règles, savoir pourquoi, d'où venaient en fait ces règles de financement particulières des États, qui sont uniquement, donc qui peuvent uniquement se financer sur les marchés financiers, avec les risques de défaut que ça ne fait courir si les banques refusent derrière de financer, ou en tout cas si elles craignent une faillite des États. D'accord. Si elles craignent une faillite des États, je rappelle simplement l'idée centrale, c'est-à-dire que si aujourd'hui les banques craignent une faillite d'un État européen, ben, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vendre ces titres obligataires, elles vont faire effondrer en fait la valeur des titres obligataires sur les marchés obligataires, faire envoler du coup ces taux d'intérêt, et du coup ces États vont devoir s'endetter à des taux très élevés, trop élevés au final, qui risquent de les mettre en situation de défaut. Et pourquoi cette situation? Parce que en fait, il est interdit aujourd'hui aux États européens d'emprunter auprès de la Banque centrale. Pourquoi il est interdit d'emprunter auprès de la Banque centrale? Eh bien, parce que l'euro a été construit sur le modèle du Deutsche Mark, qui, pour des raisons historiques très particulières à l'Allemagne, en fait, interdisait à la Banque centrale allemande de financer l'État allemand. Donc, on voit ici, donc on a ici vu voilà, une partie du problème en fait monétaire européen, mais on n'en a vu qu'une partie. On verra la prochaine fois que cette construction économique et monétaire, elle est surtout frappée aussi, elle est également frappée d'une absence d'une absence et quelque chose qui est pourtant essentiel à le fonctionnement d'une monnaie, qui est d'un système de solidarité budgétaire. D'accord. On a une monnaie aujourd'hui qui est extrêmement incomplète et qui est rendue fragile par cette incomplétude. D'accord. Incomplétude, voilà, qui pourrait être comblée par un système de solidarité, d'union budgétaire, qu'on appelle l'union de transfert ou autre, mais c'est de ça dont on parlera la prochaine fois. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo, qui montrera voilà, quels sont en fait au-delà de ces règles particulières de fonctionnement monétaire, les problèmes structurels profonds de la monnaie unique. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, merci.